on a tous la même pression, on a tous le même stress, et c'est là-dedans que je suis bien, c'est là-dedans que je me sens le mieux. Et c'est vraiment ça qui m'a fait aller vers le coaching mental et vers l'hypnose. Alors l'hypnose, c'est un petit plus que j'utilise dans ma pratique au quotidien. Voilà, je fais pas de l'hypnose, je vais pas dire je fais de l'hypnose, je fais du coaching mental, et l'hypnose, c'est un petit truc qui vient se rajouter en plus. Ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette deuxième saison de mon podcast Athlète Entrepreneur lors de cet épisode 163 sur accompagner les sportifs grâce au coaching mental et à l'hypnose avec Martin Tauvois. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous présenter Athlete Nation. Si vous souhaitez acheter vos suppléments et vêtements pour sportifs tout en encourageant une entreprise sociale canadienne qui remet 20% de ses profits aux athlètes, Athlete Nation est le choix tout désigné. Profitez de 10% de rabais au amiedelbel.com/Athlete Nation avec le code promo AE10, AE majuscule, 10. Je suis enthousiaste à l'idée de te présenter aujourd'hui cette entrevue avec Martin Tauvois, un karatéka qui est membre depuis plusieurs années de l'équipe nationale belge de karaté Kyokushin. En plus de continuer sa carrière sportive, le président du club de karaté Kyokushin à Couvain accompagne les sportifs vers plus de performances grâce au coaching mental et à l'hypnose. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue fort intéressante. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Martin Tauvois. Salut Martin, comment ça va? Je vais super bien, merci. Je suis heureux d'être avec toi. Mais merci beaucoup à toi d'avoir accepté ma demande. Donc, j'ai vraiment hâte d'en savoir un peu plus, c'est ça, sur toi, sur ton parcours. D'ailleurs, justement, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu quel a été ton parcours sportif, puis qu'est-ce qui t'a amené particulièrement vers le karaté? Eh bien, mon parcours sportif. Donc, j'ai toujours été sportif depuis petit, en fait. Mon père est assez sportif. Il a toujours fait du sport, de la course à pied, de la musculation. Et étant petit, j'ai testé beaucoup de sports. Donc, j'ai fait du football, j'ai fait du tennis, j'ai fait du ping-pong, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait de l'aïkido. J'ai fait pas mal de sports. Et en fait, je suis arrivé au karaté un peu par hasard. Donc moi, je fais un style de karaté qui est un petit peu méconnu. C'est du karaté Kyokushin. C'est un style full contact. Et je suis arrivé dans le karaté parce que j'ai un ami qui en faisait, qui m'en parlait. Et j'étais à une époque charnière, donc j'avais 20 ans. J'étais à un moment de ma vie où j'avais besoin de changer d'environnement, de changer de mode de vie. Et bien par hasard, je me suis retrouvé dans un dojo de karaté Kyokushin. Ouais, donc vraiment par hasard. Ah, mais c'est super intéressant. Puis depuis ce temps-là, il y a quand même beaucoup de choses qui sont arrivées. Justement, quand je faisais un peu des recherches en préparation de l'entrevue, tu as représenté aussi, c'est ça, la Belgique avec l'équipe nationale belge. Donc, justement, donc commencer une carrière sportive à 20 ans, c'est un peu plus rare. Donc, quel a été, c'est ça, ton parcours depuis toutes ces années-là? C'est vrai que c'est un peu rare. D'ailleurs, quand j'ai commencé, j'avais vraiment cette croyance que il fallait commencer tôt pour pouvoir être bon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand à 20 ans, j'ai eu une adolescence un peu chaotique, on va dire, des mauvaises fréquentations, ce genre de choses, et j'avais vraiment besoin de faire un switch dans ma vie, vraiment besoin d'avoir un nouvel environnement, de me retrouver avec des nouvelles personnes. Et en fait, j'ai mis tout mon temps et toute mon énergie dans le karaté. À tel point que mon niveau a augmenté relativement rapidement, en fait. C'est vraiment ça. J'ai mis énormément de temps, énormément d'énergie là-dedans parce que j'en avais besoin. J'avais vraiment besoin de ce changement de vie, ce qui m'a permis d'évoluer très rapidement, en fait. Donc, j'ai commencé, je pense, en 2010. Aux alentours de 2010, ma compagne partait aux études dans une autre ville et j'ai découvert qu'il y avait aussi un dojo de la même fédération dans cette autre ville, ce qui fait que je me suis retrouvé à m'entraîner dans 2 clubs, dans 2 dojos différents et à vraiment prendre beaucoup d'expérience et beaucoup d'entraînement, ce qui fait que j'ai pu augmenter mon niveau assez rapidement. Ah, c'est super intéressant. Puis qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à l'équipe belge? Alors voilà, donc si tu veux, alors il faut savoir que dans le karaté Kyokushin,
Il existe différentes fédérations. Il y a des fédérations qui sont un peu plus grandes que d'autres. Alors en Belgique, le sport c'est très compliqué parce que on a différentes communautés. On a la communauté wallonne, on a la communauté flamande et on a une petite communauté germanophone. Et le sport est scindé vraiment en différentes communautés. Oui. Donc c'est très compliqué niveau politique. Bon, ça met des freins, ça met des freins pour beaucoup d'athlètes. Et en fait, j'étais dans une très petite fédération. Donc j'étais dans une petite fédération où on n'avait pas vraiment d'équipe, on n'avait pas vraiment de soutien. Donc ce qui fait que j'ai dû beaucoup chercher par moi-même comment m'entraîner, etc. Et en fait, j'ai été approché par l'équipe nationale d'une autre fédération, la fédération qui s'appelle Shin Kyokushin. Et en fait, j'ai rejoint cette autre fédération et cette équipe nationale d'abord en tant qu'invité entre guillemets. Donc j'étais pas membre de cette fédération, mais je faisais les compétitions avec l'équipe de cette fédé. Et finalement j'ai switché, j'ai changé de fédération pour me trouver dans cette grosse fédé qui est la Shin Kyokushin, qui est la fédé mondiale la plus grosse. Okay. Donc c'est chez nous qui a le plus gros niveau au niveau karaté Kyokushin. C'est chez nous qu'au niveau européen il y a aussi un très très gros niveau. Donc voilà, j'ai vraiment dû changer d'environnement, changer de fédération pour me retrouver au sein de cette équipe nationale. OK, c'est quand même quelque chose. Donc on voit, c'est ça que c'est un peu plus complexe. Puis je vois que le parcours, c'est ça, pas dû toujours être facile. Tu dirais que c'est quoi qui a été ton plus grand défi à travers tout ça depuis les dernières années? Je pense que mon plus grand défi, ça a été bon, enfin, tu as pu le comprendre, vu qu'on n'est pas très aidé au niveau politique, au niveau fédération, c'est un petit peu compliqué. C'est toujours le règne de la débrouille, on va dire. Donc, ça a été un grand défi, c'était une grande force de devoir par moi-même chercher comment faire pour m'entraîner de façon plus professionnelle, comment faire pour être plus performant, comment faire pour faire les choses mieux sans avoir un staff comme ça pourrait être le cas dans d'autres pays ou dans d'autres sports. Donc ça a vraiment été le gros défi, c'est me créer moi-même mon environnement pour pouvoir être performant parce que c'est toujours vraiment le règne de la débrouille ici en Belgique. C'est un petit peu compliqué à ce niveau-là. Mais je pense que ça a été moi je le prends comme une force maintenant parce que c'est ce qui m'a permis de changer au niveau de ma carrière. Ça m'a vraiment permis de prendre de l'expérience et de pouvoir partager ça aux personnes. Puis, est-ce que c'est justement ça que tu penses qui t'a aidé aussi? Parce que je sais que pendant plusieurs années, tu as été aussi entraîneur personnel, donc au niveau un peu plus physique, mais là, depuis quelques temps, tu es à ton compte pour aider, c'est ça, justement, les sportifs avec ce qu'on dit, le coaching mental et aussi l'hypnose. Est-ce que tu pourrais nous en expliquer un peu plus? Parce que, en tout cas, au Canada, en Amérique du Nord, en général, l'hypnose, c'est encore vu... disons qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Ouais, ça, c'est peut-être encore un peu marginal. Alors ici aussi en Belgique, c'est encore un petit peu marginal. C'est ça que je mentionne pas souvent le mot hypnose parce que c'est vrai que quand on entend hypnose, les voyants s'allument et on se dit oula, qu'est-ce qui va se passer? Donc en fait, si tu veux, à 20 ans, quand j'ai commencé le karaté, je m'y suis vraiment mis à fond et j'ai voulu comprendre, donc ça c'est ce que je viens de te dire juste avant, j'ai voulu comprendre comment est-ce que je devais faire pour m'entraîner, pour être plus performant. Donc j'en suis arrivé à me former au coaching sportif, à faire différentes formations, puis je suis retourné ici à l'université en Belgique pour apprendre vraiment le coaching sportif, le personal training. Et j'ai développé d'abord une activité là-dedans. Donc, d'abord, j'ai commencé à entraîner des personnes, des monsieur et madame tout le monde, on va dire, donc pas spécifiquement des sportifs, des personnes qui avaient envie de reprendre soin de leur santé, reprendre soin de leur corps et qui voulaient faire du sport mais qui ne parvenaient pas à le faire seuls. Et ensuite, je suis arrivé au coaching mental et à l'hypnose parce qu'il y avait une question j'avais toujours cette question, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi les gens n'arrivaient pas d'eux-mêmes à se remettre au sport. Pourquoi est-ce qu'ils avaient besoin d'un coach? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un coach? Pourquoi est-ce qu'on fait pas les choses par soi-même? Parce que je pense qu'à l'ère de l'information, on peut trouver tout un tas d'informations. Enfin voilà, je pense que faire les choses soi-même, c'est faisable puisque moi je l'ai fait, personnellement je l'ai fait. Et j'ai toujours eu cette question de me dire tiens,
comment ça se fait que les gens font appel à un coach? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a plus profond en fait? Qu'est-ce qui se cache au plus profond? Et c'est quoi le blocage finalement mental qui empêche les gens de se mettre au sport? Et donc, j'ai commencé à me former au coaching mental en fait, donc au sein d'une académie privée ici en Belgique. Et ça a réveillé chez moi des choses. Je me suis dit ah ouais, mais en fait, moi ça m'a permis d'aller plus loin aussi dans ma pratique. Ça m'a permis de voir les choses différemment. Et c'est que très récemment en fait que j'ai eu ce truc de me dire ouais, ben moi en fait maintenant j'ai envie de travailler avec des sportifs comme moi parce que c'est mon monde, parce que on parle tous le même langage, on a tous les mêmes blocages, on a tous la même pression, on a tous le même stress. Et c'est là-dedans que je suis bien, c'est là-dedans que je me sens le mieux. Et c'est vraiment ça qui m'a fait aller vers le coaching mental et vers l'hypnose. Alors l'hypnose, c'est un petit plus que j'utilise dans ma pratique au quotidien. Voilà, je fais pas de l'hypnose, je vais pas dire je fais de l'hypnose, je fais du coaching mental et l'hypnose, c'est un petit truc qui vient se rajouter en plus. Non, mais c'est super intéressant. Puis, c'est ça, à quel moment exactement est-ce que tu t'es lancé à ton compte? Puis comment ça va justement pour trouver des clients et autres? Est-ce que ça va bien pour le moment? Ça va bien. Alors comment je vais te refaire un petit saut dans mon passé. Si tu veux, de base, moi je suis pas du tout du milieu sportif. Enfin, je suis pas du tout du milieu sportif. J'ai pas fait mes études dans le milieu sportif. Oui. Quand j'étais plus jeune, je faisais des études d'imprimeur. Donc imprimeur, bah voilà, tu sais, j'étais conducteur de machine et je travaillais dans une imprimerie, donc ça n'avait rien à voir avec le sport. Pas du tout à voir avec le sport. D'ailleurs, j'ai mis longtemps avant d'accepter ce fait que, bah oui, c'est ok de faire une réorientation professionnelle et voilà. Enfin, je m'en sers maintenant comme une force plutôt comme une faiblesse. Et en fait, j'ai perdu le fil de mes idées, en fait. Ah oui, comment je fais pour trouver mes clients? Ouais, c'est ça. Comment je me suis lancé? Donc, en fait, je me suis formé dans le coaching sportif et en parallèle, donc, si tu veux, en Belgique, on a un statut qui s'appelle indépendant complémentaire. J'avais un boulot à temps plein. Et dans mes heures de loisirs, on va dire, eh bien, j'ai commencé à coacher des personnes. Donc, ça a duré pendant 2015 à 2018, fin 2018, j'avais ce statut d'indépendant complémentaire. Donc, j'avais un petit peu ma bouée de sauvetage, entre guillemets, avec mon boulot à temps plein. Et je commençais à coacher mes premières personnes, à avoir mes premiers clients en tant qu'indépendant. Et puis, j'ai décidé, fin 2018, de switcher, de vraiment partir à mon compte à temps plein au niveau du coaching sportif. Donc, j'ai sauté dans le grand bain, enfin sans filet. Je me suis dit ok, maintenant je veux coacher des personnes et je veux le faire à temps plein. Donc à ce moment-là, j'étais encore dans ma phase où je travaillais avec des monsieur et madame tout le monde, pas spécifiquement des sportifs. Et c'est seulement début d'année 2019 que j'ai commencé à entreprendre mes formations dans le coaching mental. Et en fait, c'est très récemment, en fait, c'est fin d'année 2022 là. Donc fin 2020 où je me suis dit, OK, maintenant, je veux travailler avec des sportifs et je prospecte uniquement chez les sportifs, en fait. Voilà. J'ai vraiment réorienté mon activité. Ah, c'est super et en fait, intéressant. C'est marrant parce que ouais, c'est vraiment. J'ai dû faire vraiment un nouveau saut, un nouveau step en avant. Et c'était marrant parce que j'adore coacher, j'adore le contact avec les personnes, j'adore entraîner les personnes, j'adore que les personnes aient des résultats et qu'ils atteignent leurs objectifs, c'est super. Mais je me sentais pas tellement aligné avec le public avec lequel je travaillais. J'avais encore un petit peu ce décalage entre eux et moi. Enfin bon, voilà. Enfin, je prends pas ça comme une mauvaise chose, mais on ne parlait pas vraiment encore le même langage. Tandis qu'ici avec les sportifs, je vais contacter un sportif, il va me contacter directement. Comment expliquer, ça match, tu vois, il y a direct un feeling qui se fait entre les sportifs et moi parce qu'on est dans le même monde en fait et parce que moi je fais toujours de la compétition en fait à l'heure actuelle. Ah, c'est super, c'est super intéressant. Puis là, c'est ça, là, je m'étais promené un peu, c'est justement sur le web. Puis là, j'ai vu qu'au fil du temps, c'est ça, t'as eu une chaîne YouTube, t'as une page Facebook, t'as utilisé ça différentes plateformes, t'avais un site web aussi. Mais là, de plus en plus, c'est que c'est beaucoup sur ton Facebook personnel. Donc c'est là où tu partages énormément de contenu, que tu racontes des histoires. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu, en fait, pourquoi avoir choisi cette plateforme-là? Donc c'est ça, pour rejoindre un peu ton public, puis raconter un peu ton histoire ou donner des conseils. Eh ben écoute, c'est simple.
quand je me suis recentré sur la cible, hein, on va parler un peu business, hein, sur la cible ou sur le persona avec qui j'avais envie de travailler, je me suis demandé, tiens, où se trouvent les sportifs et je me suis aussi demandé comment est-ce que je sais facilement leur communiquer. Donc, où se trouvent les sportifs? Les sportifs, ils se trouvent sur Facebook, mais ils se trouvent peut-être aussi un peu sur Instagram, sur YouTube. Donc, j'ai vraiment fait un choix de plateforme. Donc, j'ai choisi Facebook. Pourquoi? Parce que c'est une plateforme avec laquelle je suis à l'aise. Et j'ai choisi le format écrit parce que c'est aussi un format avec lequel je suis à l'aise. Alors, je fais un peu de vidéo. J'ai prévu peut-être plus tard de faire aussi un peu d'audio, mais le format écrit, c'est vraiment un format avec lequel je suis à l'aise. Et c'est pour ça que j'ai choisi Facebook et c'est pour ça que je suis le plus souvent sur cette plateforme. Et alors, ma stratégie, elle est, je pense comme un peu tous les entrepreneurs qui vont utiliser Facebook aujourd'hui, on sait bien que sur les pages, le reach des pages est quand même assez bas. Donc, la stratégie ici, elle est simple, c'est d'ajouter sur un compte privé des sportifs pour pouvoir les exposer à mon contenu et si ça match, qu'ils viennent me parler et discuter avec eux, quoi. Voilà, c'est la stratégie que j'ai choisi d'utiliser. Et comme je suis en plein lancement, cette activité, elle n'a que quelques mois finalement, je mets vraiment toute mon énergie là-dessus. J'ai décidé, si c'est comme en sport, hein, quand tu es focus sur un objectif, eh bien ici, j'ai décidé de me focaliser uniquement sur Facebook. Donc, c'est beaucoup Facebook pour le moment. Est-ce que tu sais justement si tu vas peut-être aller vers d'autres plateformes? Donc, tu as parlé justement aussi un peu de vidéo, un peu d'audio, puis là, c'est ça. Les gens ne voient pas, mais moi, je te vois présentement, puis je vois que c'est ça que tu as quand même un bon micro, un bon équipement. Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu penses peut-être dans le futur, dans la stratégie un peu plus à long terme? Oui, effectivement. Alors, la vidéo, pas sur YouTube. Je pense pas développer une grosse chaîne YouTube. Après, peut-être que je vais le faire. Je sais pas voilà. Moi, je suis quelqu'un qui change beaucoup d'avis, hein. Des fois, j'ai une idée, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Mais je pense que là, la vidéo, pour l'instant, elle va rester sur Facebook parce que vraiment, c'est le canal le plus simple. Et à vrai dire, j'aimerais bien créer un podcast, en fait. Alors, c'est super marrant quand tu m'as proposé de m'interviewer, je me suis dit, mais tiens, c'est marrant. Je pense qu'il n'y a pas de hasard, hein. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être un premier bon exercice pour plus tard, enfin, peut-être dans les semaines, dans les mois à venir, lancer un podcast. C'est quelque chose qui m'a toujours un peu attiré. J'aime bien écouter des podcasts. Il y a pas mal de podcasts que j'écoute. Et du coup, je me suis dit, ouais, pourquoi pas le podcast? C'est un format avec lequel je suis à l'aise. Effectivement, rien n'arrive pour rien. Donc, t'as ton activité, c'est ça, au niveau personnel, mais j'avais également vu que tu étais président du club de karaté, justement, Kyokushin à Couvent depuis, depuis 2015. C'est ça, ouais. Couvent. Ouais, c'est ça. Et comment t'as vécu, en fait, tout ça, parce que là, ça fait déjà plusieurs années, puis on le sait que depuis 2 ans, ça a été très difficile mondialement, au niveau mondial. Ouais, donc, avec le Covid. Ouais. Donc, comment t'as vécu tout ça, ayant justement une école de sport? Ouais. En fait, ce club, enfin ce dojo, c'est mon petit bébé, on va dire. Enfin, je l'ai ouvert en 2015. Donc en 2015, ça faisait pas vraiment longtemps que je faisais du karaté. Hein, finalement, ça faisait jamais que 5 ans. J'avais un petit peu, tu sais, on retrouve beaucoup ça dans l'entrepreneuriat, un syndrome de l'imposteur. Hein. À l'époque, j'étais encore ceinture marron, donc j'étais pas ceinture noire. Donc bon, faut savoir que de manière générale, quand tu ouvres un club, t'es ceinture noire. Pour moi, dans ma conception des choses, quand je vais m'entraîner, je m'attends à ce que la personne soit ceinture noire. Après, j'ai un peu changé d'état d'esprit par rapport à ça, mais à l'époque, j'étais encore ceinture marron. Donc, les 2 premières années, je faisais un petit peu les choses dans mon coin, on va dire. J'avais des élèves, j'avais des gens qui arrivaient, mais j'ai jamais trop fait parler de moi. J'ai jamais vraiment fait de publicité par rapport à ça. C'était vraiment, c'est ma passion. Moi, c'est mon plaisir. C'est là-bas que je kiffe vraiment. J'adore enseigner. Mais c'est vrai que les 2 premières années, c'était un petit peu, dans mon coin, et j'en parlais pas trop. Et c'est seulement à partir de 2018 où j'ai passé ma ceinture noire, où là, le club a vraiment commencé à prendre de l'expansion. J'ai commencé à avoir de plus en plus d'élèves, où j'ai ajouté des cours, parce qu'au début, je donnais cours uniquement le dimanche matin. Puis après, j'ai ajouté des cours.
J'ai ajouté des cours pour enfants aussi. Donc, ça, c'était une bonne chose. Donc, maintenant, j'ai un cours avec les tout petits qui ont 5-6 ans. C'est trop marrant. Enfin, c'est super fun. Puis, j'ai un cours avec les plus grands, les ados et les adultes. Actuellement, j'ai, je pense, une 60aine de membres. Donc, c'est déjà pas mal. Il faut savoir que Couvain, c'est une petite ville. Hein. Je sais pas comment c'est au Canada, mais chez nous, il n'y a pas énormément de grosses villes. Moi, là où je vis, c'est plutôt un milieu rural. Je vis dans un tout petit village de 150 habitants, donc c'est vraiment petit. Couvain, c'est la ville la plus grosse à côté de chez moi. Je sais pas te dire combien il y a d'habitants, mais c'est pas une énorme ville. Donc, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Et puis, on commence à se faire un nom. Donc, c'est chouette. Tu m'as demandé aussi au niveau du Covid, enfin, la situation mondiale, comment ça s'est passé. J'ai essayé de rebondir parce que moi, ça m'a fait vraiment du mal de devoir arrêter. Donc, en Belgique, enfin, comme un petit peu partout, on a eu des confinements, on a été interdit d'exercer. On a été interdit de pratiquer les sports, on n'avait plus accès aux centres sportifs, etc. Enfin, on pouvait même plus sortir de chez soi. Donc, c'était un petit peu compliqué. Pendant le premier confinement, parce que nous, on a eu plusieurs confinements, donc je pense que ça a été le 13 mars, je m'en souviens, le 13 mars 2020, c'est le dernier cours que j'ai donné. On ne savait pas comment ça allait se passer. Donc là, j'ai vraiment arrêté. On a vraiment arrêté de donner cours. Je pense que ça a duré quelques mois, je ne sais plus exactement, juin, juillet. On a pu reprendre et moi j'ai repris directement les cours au karaté parce que en fait je m'arrête jamais. On a des vacances scolaires mais je donne toujours cours pendant les vacances scolaires. Puis on a repris pendant quelques mois. La rentrée de septembre a bien repris, donc septembre 2020 on avait bien repris. Et puis de nouveau au mois d'octobre on a été reconfiné. On a dû arrêter une deuxième fois et là ça a duré vraiment longtemps. Ça a duré je pense jusqu'au mois de mars 2021 où on n'a plus pu donner cours. Et alors, j'ai donné un petit peu cours en visio. Alors, c'était complètement bizarre de donner cours en visio, donner cours de karaté. Surtout que nous, on a un karaté full contact. Donc, c'est pas un style de karaté sans contact comme tu peux retrouver, par exemple, le Shotokan ou d'autres styles. Nous, on a un style full contact. Alors, faire du karaté full contact à distance, c'était un peu troublant. C'était un peu bizarre. On a beaucoup travaillé les techniques, on a beaucoup travaillé les quillons, on a fait quand même du physique, donc de l'entraînement physique, hein, comme beaucoup de coachs ont fait finalement pendant le confinement. Et à un moment, j'en ai eu marre parce que c'était plus possible. Moi, tout seul devant mon ordi, voilà, ça changeait un petit peu de l'ambiance qu'on retrouve au dojo. Donc, on a repris un petit peu les cours en extérieur. Alors, voilà, on était un petit peu hors la loi, entre guillemets. On a joué un petit peu sur les règles, hein, puisqu'on pouvait à l'époque, on pouvait faire des groupes de 3 personnes. Donc, on se mettait par groupe. Enfin, c'était un petit peu compliqué. C'était pas vraiment l'idéal. Et puis après, on a pu reprendre. On a beaucoup de compétitions qui ont été annulées. On a eu beaucoup d'entraînements qui ont été annulés. Enfin, ça a été dur, au niveau de la motivation des élèves. C'était quand même assez compliqué. Merci beaucoup encore une fois à Martin Tauvois pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 163e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Avant de vous laisser, je voulais vous présenter l'hébergeur de podcast Ocha que j'utilise pour mes 2 balados. Contrairement aux autres hébergeurs de podcasts, Ocha est également un outil marketing qui vous permet, entre autres, de planifier vos publications sur les réseaux sociaux, de bâtir votre propre liste de courriels et de générer des clips audio. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de 2 semaines au amidevel.com/Ocha, AUSHA. Je vous donne rendez-vous à l'épisode 164 pour la suite de cette belle entrevue. Ne manquez pas ça!